Deuxième partie de mécanique de cette année, les lois de Kepler. Alors avant de détailler ces fameuses lois, on va rappeler un peu l'histoire de l'astronomie et repartir depuis l'Antiquité, où on admettait à l'époque que la Terre était au centre de l'univers, que tous les astres, que ce soit le Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles, tournaient autour d'elle. Ce système avait été défini par Ptolémée et c'était un système géocentrique, la Terre était au centre de l'univers. Ce système a perduré et a fonctionné pendant quasiment 2000 ans jusqu'à ce que les savants remettent un peu en question ce modèle. Et celui qui a fait la révolution en premier, c'est Nicolas Copernic qui a proposé un système dans lequel les planètes tournaient toutes autour du Soleil. Système qui s'est avéré être appelé le système héliocentrique, le Soleil est au centre. Évidemment, cette version n'a pas du tout été validée par l'Église. Tycho Brahe, arrivé peu de temps après, a fait des observations curieuses de Mars depuis la Terre. Du coup, il a proposé un modèle entre deux, histoire de ne pas se fâcher avec l'Église. Il a continué à dire que la Terre était au centre, mais que les planètes tournaient autour du Soleil. On verra tout à l'heure une représentation du modèle de Tycho Brahe. Johann Kepler, qui était un disciple de Tycho Brahe, a utilisé aussi les travaux et les résultats de Tycho Brahe et a fait des interprétations intéressantes qui l'a mené à 3 lois, les fameuses lois de Kepler, qu'on étudiera en détail dans cette partie. Et pour ne pas se fâcher avec l'Église, il a annonçait ses travaux en disant tout se passe comme si, sans jamais dire explicitement que les planètes tournaient réellement autour du Soleil. À peu près à la même période, Galilée a fait lui aussi des observations astronomiques grâce à sa lunette notamment, et il a confirmé de façon officielle les idées de Copernic, ce qui lui a valu d'être banni, exilé, châtié par l'Église. Il a même été obligé, Galilée, de renier ses théories et publiquement de dire je me suis trompé, ce n'était pas ça, je n'ai pas voulu dire ça, etc. Malgré tout, il a continué ses recherches et il s'est exilé dans un autre pays. Les modèles. Si on repart depuis le début, modèle de Ptolémée, la Terre au centre, autour, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, toutes les planètes du système solaire, plus d'autres étoiles. Tout tourne autour de la Terre, système géocentrique de Ptolémée. Le modèle de Copernic, 2000 ans après, toujours des trajectoires circulaires, mais le Soleil au centre, et puis tout autour, Terre, Lune, planète, etc. Système de Ptolémée. Pour éviter ce que je disais tout à l'heure, pour éviter de se faire bannir par l'Église et d'avoir des problèmes avec l'Église, il a gardé la Terre au centre, bon la Lune qui tourne autour de la Terre, et puis le Soleil un peu plus loin avec les planètes qui tournent autour du Soleil. Ça lui a permis de pouvoir continuer ses travaux. Et dernier modèle, celui de Kepler, qui prend en compte les lois de Kepler dont on va parler juste après, le Soleil et les planètes qui tournent autour du Soleil. Et vous remarquez, contrairement aux autres, que les trajectoires ne sont pas circulaires. On attaque maintenant les lois de Kepler. Première loi qui est la loi des orbites. Contrairement à ses compatriotes, Kepler, lui, ne parle pas de trajectoire circulaire, il dit que les planètes décrivent des orbites elliptiques dont le Soleil occupe un des deux foyers. Alors une ellipse, c'est un peu comme un cercle, sauf qu'au lieu d'avoir un centre, on a deux foyers, F1, F2. Plus les deux foyers sont éloignés et plus l'ellipse sera aplatie. Un peu de vocabulaire mathématique. La longueur AP est appelée grand axe et a pour longueur 2A. Donc on appellera A la longueur du demi-grand axe, qui correspond à OA ou à OP par exemple. BC est appelé le petit axe et a pour longueur 2B. Une des caractéristiques de l'ellipse, c'est que si on mesure F1, S, F2, on retombe sur la longueur du grand axe 2A. Donc ça, c'est la version mathématique. Si on fait l'analogie avec la Terre qui tourne autour du Soleil, le Soleil est un des deux foyers de l'ellipse et la Terre tourne autour du Soleil en décrivant une ellipse et non pas un cercle. Alors, deux points importants.
le point le plus près du Soleil qu'on appellera périhélie et le point le plus loin du Soleil qu'on appellera aphélie. Dernière précision, un cas particulier, si les deux foyers sont réunis en un seul point, autrement dit, on n'a plus deux foyers mais on a un centre, la trajectoire n'est plus une ellipse mais devient un cercle. Concernant une autre caractéristique, on va mesurer, on va regarder l'excentricité d'une ellipse. Plus cette excentricité est petite, plus elle se rapproche de zéro et plus la trajectoire ressemblera à un cercle. Donc pour donner des exemples, on a lorsque l'excentricité est égale à 0, un cercle représenté en gris. Si l'excentricité est comprise entre 0 et 0,8, on va avoir ce qu'on appelle une ellipse représentée en orange. Si l'excentricité dépasse 1, c'est plus une ellipse, on aura une parabole représentée en vert. Si l'excentricité est encore plus grande, on n'aura plus une parabole mais une hyperbole. Voilà, ça c'est du vocabulaire mathématique. Que faire avec tout ça et comment l'utiliser? Deuxième loi de Kepler, la loi des aires, qui nous dit que pour un même intervalle de temps, les aires parcourues sont égales. Alors, si on reprend la Terre qui tourne autour du Soleil, le Soleil étant un des deux foyers, on va avoir la vitesse qui n'est pas constante sur cette ellipse. On l'a vu grâce à l'animation sur le site de JF Noblet, on a vu l'animation, on a vu que la vitesse de la Terre n'était pas la même. Autrement dit, quand on est proche du Soleil, la vitesse augmente, quand on est loin du Soleil, la vitesse ralentit. Donc, la distance parcourue sur un même intervalle de temps n'est pas le même en chaque point de la trajectoire. Plus on est proche du Soleil, plus la vitesse est grande et plus la distance parcourue sera grande. Donc la distance KH est plus grande que la distance AB puisque la vitesse est plus grande quand on est plus près du Soleil. Par contre, les aires, elles, sont les mêmes. Voilà ce qu'a trouvé Kepler. Pour un même intervalle de temps, les aires parcourues sont égales. Si on prend le cas particulier, non pas d'une ellipse, mais d'un cercle, on a cette fois-ci non plus deux foyers, mais un centre. Concernant la trajectoire, elle est circulaire. On n'a plus un demi-grand axe, un grand axe, mais simplement un rayon. Et les aires vont rester constantes, puisque la vitesse, elle, sera constante sur un même intervalle de temps. On a affaire dans ce cas à un mouvement circulaire uniforme. On reviendra dessus dans la prochaine vidéo. Troisième loi de Kepler, qu'on appelle la loi des périodes. Cette troisième loi nous dit que t carré sur a au cube est constante. Alors, t carré, c'est la période de révolution de l'astre. A, c'est la longueur du demi-grand axe. T carré sur a au cube égale constante, ça veut simplement dire que pour toutes les planètes qui vont tourner autour du Soleil, ou pour tous les satellites qui vont tourner autour de la Terre, ou pour tous les satellites qui vont tourner autour de Jupiter, on aura à chaque fois, pour le même astre attracteur, t carré sur a au cube qui est constante. Dans le cas du système solaire, le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour, de la plus près Mercure à la plus éloignée Neptune. La valeur t carré sur a au cube est la même. Autrement dit, si on considère que les trajectoires sont circulaires, on aura t carré sur r au cube qui est égal à constante. Donc, plus on s'éloigne, plus le rayon est grand. Pour que le quotient t carré sur r au cube reste une valeur constante, si le rayon augmente, il faut que la période augmente. Ce qui veut dire que la période qui est la planète qui est la plus éloignée du Soleil mettra beaucoup plus de temps pour faire un tour complet autour du Soleil. Voyons les détails avec des chiffres. Si on applique la troisième loi de Kepler, t carré sur a au cube égale constante, ou t carré sur r au cube égale constante, souvent on sait que la trajectoire des planètes autour du Soleil est plutôt elliptique, mais pour des soucis de facilité dans les calculs, on la considérera très souvent comme circulaire. Donc t carré sur a au cube ou t carré sur r au cube égale constante. Faisons les calculs pour la Terre. Pour la Terre, on a une période de révolution de 365,25 jours. On peut donc écrire t carré 365,25 au carré.
sur A au cube. A étant la distance entre le Soleil et la Terre. On a 150 millions de kilomètres. On met donc 150 au cube. Ce quotient, on trouve 0,039. Ça, c'est pour la Terre. Refaisons le même calcul pour Saturne. Cette fois-ci, on a une période de révolution de 29 ans et 150 jours. Il faut convertir, il faut qu'on soit dans la même unité que précédemment. On est en jours pour la Terre, on va se mettre en jours pour Saturne. Donc les 29 ans, 155 jours, vous vérifierez, ça fait 10 740 jours que je mets au carré, sur A au cube, distance entre Soleil et Saturne, 1420 millions de kilomètres, je divise par 1420 au cube. Je retrouve encore une fois 0,39. Je pourrais faire le calcul pour toutes les planètes du système solaire et je trouverai à chaque fois environ 0,039. Alors à quoi ça nous sert tout ça? Une fois qu'on a trouvé cette valeur de la constante, on peut avoir les valeurs manquantes. Autrement dit, on peut nous donner une période de révolution et on nous demande de trouver la distance qui sépare la planète du Soleil, ou alors on peut nous donner la valeur de la distance et essayer de nous demander qu'on retrouve la période de révolution. Prenons le cas de Neptune, pour laquelle on ne connaît pas la distance entre Neptune et le Soleil. On va pouvoir la retrouver puisque t carré sur a au cube est censé toujours être égal à 0,39 dans le cadre du système solaire. On connaît t, qui est de 165 ans, qu'on convertit en jours, ça nous fait 60 225 jours au carré, et on obtient comme ça la valeur de la distance Neptune-Soleil en prenant la racine cubique du résultat qu'on a trouvé là, qui nous donne 4530 millions de kilomètres. Vous pouvez faire les calculs et vérifier, ça fonctionne. Pour maintenant aller plus loin dans cette troisième loi de Kepler, on va essayer de combiner les lois de Newton avec les lois de Kepler. Donc il va falloir qu'on revienne au tout début de ce qu'on faisait en mécanique et des fameuses lois de Newton. Si on réfléchit, la seule force qui va intervenir au niveau des planètes, c'est la force qu'on appelle force d'interaction gravitationnelle, Fg. Force d'interaction gravitationnelle, vous l'avez vu en seconde, elle a pour valeur grand G ma, mb sur la distance entre la Terre et le Soleil par exemple, au carré. G étant la constante de gravitation universelle, 6,67 10 puissance moins 11 newton par kilogramme au carré, mètre au carré. Ça, c'est la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Troisième loi de Newton, la force exercée par A sur B est égale à moins la force exercée par B sur A. La force exercée par le Soleil est l'opposé de la force exercée par le Soleil sur la Terre. Ça, c'est la troisième loi de Newton et on a rappelé l'expression de la force d'interaction gravitationnelle. Alors, avant de combiner tout ça, on fait aussi quelques rappels sur les mouvements circulaires. Dans le cas d'un mouvement circulaire, si la vitesse est constante, l'accélération est uniquement centripète et a pour valeur v carré sur r, v étant la vitesse et r étant le rayon. Rappel aussi, si la vitesse n'est pas constante, alors l'accélération est la somme de deux accélérations. L'accélération tangentielle, qui correspond à la dérivée de la vitesse, et l'accélération dite normale, celle qui est centripète, qui a toujours la même valeur que tout à l'heure, v carré sur r. On a donc l'accélération qui est la somme de l'accélération tangentielle et de l'accélération normale. Voyons voir comment on va utiliser tout ça. On retourne à nos astres. On a la Lune qui tourne autour de la Terre. On va considérer cette trajectoire comme circulaire. On a donc la Lune qui a une accélération qui est égale à v carré sur r. Le système étudié, la Lune, le référentiel géocentrique, puisqu'on étudie le mouvement de la Lune autour de la Terre, supposé galiléen. On applique le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma. Dans notre cas, nous, le m, c'est la masse de la Lune, il est important de le préciser. La seule force appliquée sur la Lune, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune,
FG, qui est dirigé vers le centre de la Terre. A est dirigé aussi vers le centre de la Terre. On peut donc enlever les vecteurs et faire une projection. On a donc force d'interaction gravitationnelle égale masse de la Lune fois l'accélération. Or, on sait que la force d'interaction gravitationnelle, c'est grand G, constante gravitationnelle universelle, fois masse de la Terre, masse de la Lune, divisée par la distance Terre-Lune au carré. Ça nous donne donc, si on remplace dans cette expression-là, GMT-ml sur d carré qui est égal à masse de la Lune fois l'accélération. On a 2 fois masse de la Lune, on peut l'éliminer. On a donc une expression pour l'accélération. A égale GMT sur d carré. A égale GMT sur d carré qui est l'accélération de la Lune. Or, qu'est-ce qu'on sait nous? On sait, puisqu'on a considéré que le mouvement était circulaire uniforme, on sait que l'accélération c'est v carré sur r. On remplace A par v carré sur r dans l'expression précédente. Ça nous donne v carré sur r égale GMT sur r au carré. J'ai simplement remplacé ici distance Terre-Lune par rayon, le rayon entre le centre de la Terre et le centre de la Lune. Bon, ça nous donne, si on recombine tout ça, v carré égale g mt sur r. Je prends la racine, ça me fait g égale racine de g mt sur r. Ça, c'est la vitesse de la Lune qui tourne autour de la Terre. On pourrait faire exactement le même raisonnement avec la Terre qui tourne autour du Soleil, avec une planète qui tourne autour du Soleil, avec les anneaux qui tournent autour de Saturne, etc. On peut faire le même raisonnement à chaque fois. Continuons notre progression. La vitesse. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps. La distance parcourue par la Lune, c'est 2 fois pi fois le rayon. Formule du périmètre du cercle. Pendant combien de temps? Pendant la période de révolution de la Lune autour de la Terre. À savoir, dans le cas précis, aux alentours de 28 jours. On remplace. On remplace V par 2 pi r sur t dans cette expression-là. Et ça va nous donner 4 pi carré r carré sur t carré égale gmt sur r. En recombinant cette expression, on va finir par obtenir t carré sur r au cube égale 4 pi carré sur g masse de la Terre. Ça, c'est ce qu'on trouve en combinant les différentes lois de Newton. On retrouve le t carré sur r au cube égale constante. Pourquoi? Parce que 4 pi carré c'est constante, g c'est la constante de gravitation universelle, et la masse de la Terre qui est constante. On a bien retrouvé t carré sur r au cube qui est égal à une valeur constante. Et ça sera la même valeur pour tous les objets qui tournent, pour tous les astres aussi, qui vont tourner autour de la Terre. Une application. La Station spatiale internationale, ISS, on considère qu'elle a une trajectoire quasi circulaire. On nous demande d'estimer la vitesse de l'ISS dans le référentiel géocentrique et ensuite de trouver sa période de révolution autour de la Terre. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indication? L'altitude de la station, elle est à 300 km de la surface terrestre. Attention, elle est à 300 km de la surface terrestre, ce qui veut dire qu'elle est à 300 km plus 6400 km du centre de la Terre. Et on nous donne comme information la masse qui est de 6 multiplié par 10 puissance 24 kg masse de la Terre. Avec ça, on doit retrouver la vitesse de la station ISS. On reprend les formules qu'on avait établies tout à l'heure. V égale racine de g mt sur r. On applique tout bonnement cette formule. G 6,67 10 puissance moins 11, la masse de la Terre qui nous est donnée précédemment, la distance entre le centre de la Terre et la station qui correspond à l'altitude plus le rayon, et on tombe sur une valeur de 7729 mètres par seconde, ce qui fait quand même 28 000 km/h environ pour la station ISS qui tourne autour de la Terre. Très grande vitesse. Deuxième question qu'on nous posait, retrouver la période de révolution de la station ISS. Pour avoir la période, on reprend aussi à partir de la formule de la vitesse, la formule la plus simple. On vient de calculer la vitesse, on connaît le rayon, on cherche la période. On applique la formule et on tombe sur, dans les bonnes unités bien sûr, 5200 secondes, ce qui fait 1,5 heure environ. Ça veut dire que la station va mettre 1 heure et demie pour faire le tour de la Terre.
En 1 heure et demie, elle a fait le tour. Donc en une journée, elle fait 16 fois le tour de la Terre. Voilà des exemples d'utilisation et d'application de la troisième loi de Kepler, notamment